Blablacar s'est positionné à partir de 2012 en véritable tiers de confiance. À l'occasion d'une transaction, un voyage, le premier voit sa carte bleue débitée au profit de Blablacar avant le voyage, et le conducteur ne reçoit le paiement, diminué de la commission de Blablacar, qu'une fois la preuve obtenue que le voyage s'est déroulé correctement. Ceci fournit une garantie supplémentaire aux deux parties, notamment le débit préalable du passager par Blablacar qui garantit au conducteur que le passager ne lui fera pas faux bond au dernier moment. C'est d'ailleurs un argument utilisé par Blablacar lorsqu'ils ont changé leur formule tarifaire. De la même façon, le chauffeur sera payé de toute façon au bout d'une semaine, sauf réclamation du passager. Ces commissions élevées heurtent parfois les consommateurs, qui y voient pour certains un véritable détournement de l'esprit de partage qui est au cœur de la consommation collaborative. De plus, se positionner en tiers de confiance est une stratégie un peu risquée quand on n'a pas atteint la masse critique, car il faut que la garantie donnée par le site soit très élevée, ou que le risque encouru par le consommateur en cas de défaut de qualité, ou par l'offreur en cas de défaut de la transaction soit important, pour que l'un ou l'autre accepte de payer cette commission. Et pourtant, se positionner en tiers de confiance ne garantit pas la sécurité absolue au client. Dès lors, comment accepter une commission élevée si le risque n'est pas supprimé? Au final, le positionnement en tiers de confiance est un moyen d'augmenter ses profits, mais requiert une connaissance approfondie de sa cible, ainsi qu'une mise en œuvre permanente de procédures et de renforcement de la garantie. Nous l'avons vu précédemment qu'un bon appariement est l'une des composantes essentielles de la qualité d'une plateforme avec la garantie du service. Mais comment effectuer un bon appariement? Deux ingrédients sont nécessaires. Il faut d'abord une offre et une demande large. En d'autres termes, beaucoup d'inscrits sur la plateforme marchande. Et sur les deux versants, acheteurs et vendeurs. C'est, nous l'avons vu à la séquence 1, une conséquence directe des effets de réseau. Si la communauté inscrite à la plateforme a atteint sa masse critique, les possibilités sont suffisamment larges pour que chacun puisse trouver ce qu'il ou elle cherche. Une plateforme devra donc tout mettre en œuvre pour capter le plus rapidement possible ces effets de réseau, pour des motifs financiers d'abord, mais aussi, et c'est peut-être moins évident, pour faciliter la qualité des offres de services qu'elle propose, ainsi que leur variété. Par ailleurs, comme les grandes plateformes marchandes, nos licornes, Airbnb, Blablacar et Uber, ont plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'inscrits. Effectuer un appariement peut être un exercice difficile, d'autant que chaque individu, offreur ou demandeur de service, a ses exigences propres. Pour faire face à la nécessité d'appariement de millions d'utilisateurs, les plateformes marchandes cherchent donc à développer des algorithmes d'appariement qui s'appuient sur des données massives dont elles disposent sur leurs inscrits. La force de l'algorithme sera d'extraire de ces masses de données les bons critères pour mettre X en relation avec Y, où l'offre de X correspond au mieux à la demande de Y. Prenons deux exemples. Dans le transport de personnes, le problème central de coordination complexe est celui de trouver un chauffeur en tout point de la ville et à tout moment. Uber et son concurrent sur le marché américain Lyft emploient donc des spécialistes de données ou data scientists qu'ils paient 12 000 $ par mois pour mettre au point des algorithmes d'aide aux chauffeurs leur permettant de maximiser leurs recettes. Par exemple, le temps passé à joindre le client à partir du point où le chauffeur se trouve doit être minimisé. L'algorithme d'Uber cherchera donc à prédire où un chauffeur a plus de chances de trouver son prochain client, à partir du lieu où il se trouve actuellement. Airbnb a également mis au point un algorithme dont le but est à la fois d'aider les loueurs à fixer le prix de leur hébergement, nous y reviendrons, mais aussi à aider le visiteur potentiel à choisir l'offre qui correspond le mieux à ses besoins. Airbnb a par exemple introduit les choix exprimés par les loueurs sur le type de visiteur qu'ils sont prêts à accueillir comme critère de choix d'offres à proposer aux voyageurs. Cela améliore la qualité de la transaction, mais peut aussi conduire à des abus, par exemple de la discrimination raciale. L'algorithme doit donc être conçu avec beaucoup de soin. Pour la revente de vêtements, Vestiaire Collective et VidDressing.com sont deux sites de mise en vente de vêtements d'occasion
qui ont ciblé les fashionistas. Celles-ci y revendent leurs vêtements griffés qu'elles ne portent plus. Les avantages sont évidents. Une population plus ciblée et mieux cernée quant à ses besoins, donc la proposition de valeur est plus grande. Dans le cas des fashionistas, assurer l'authenticité et le bon état du vêtement. Et la commission est plus élevée. On peut également jouer de l'esprit communautaire, car une population ciblée partage généralement plus de valeurs communes. Les inconvénients existent aussi. Une cible plus étroite implique un effet de réseau moins large et des perspectives de croissance plus limitées. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la consommation collaborative, l'expansion à l'international est une obligation, surtout pour un site originaire d'un pays de taille moyenne ou petite. Par ailleurs, et on l'a vu dans la partie 1, les applications ont vocation à devenir des plateformes animant un véritable écosystème autour d'elles. Cela sera bien sûr plus difficile si l'on part d'une cible de clientèle plus étroite.